Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir vous retrouver sur votre émission Le Bon Citoyen. Aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler davantage à nourrir l'esprit pacifique. Ce que nous avons de plus cher au Bénin, c'est la paix. Et comment est-ce que nous allons continuer par préserver cette valeur qui est recherchée de par le monde. Je reçois pour vous donc au titre du débat Monsieur Eugène Goutonji. Il est le chef service planification urbaine à la DGDU du ministère du cadre de vie de notre pays, le Bénin. Et pour toujours le compte de cette émission, nous allons pouvoir aborder au titre de la leçon de civisme, le serment politique, cette promesse solennelle de fidélité qui unit le représentant de la nation à ces différentes communautés qui lui ont accordé le mandat. Et puis pour finir, n'oubliez surtout pas, la chronique du citoyen sera bel et bien au rendez-vous avec Mariano Gagny Arrosso. La thématique du jour, c'est tentation de la justice individuelle. Nous ouvrons donc cette émission par la chronique du citoyen, cette chronique qui s'intéresse à la tentation de la justice individuelle. Mariano Gagny-Arrosso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Que pouvons-nous retenir de cette thématique-là sur laquelle vous avez travaillé? D'accord. Nous parlons de la tentation de la justice individuelle. Nous remarquons autour de nous aujourd'hui que bon nombre sont ceux-là qui décident d'aller vers une justice individuelle en laissant de côté la justice légale, celle qui doit être à tout prix promouvoir et tout. Donc, c'est pour remédier à cela que j'ai décidé donc de discuter autour de cette thématique. Allez-y. Merci beaucoup. Il faut noter que la justice a ses lenteurs, mais la cellule, elle arrive toujours à l'heure. Face à une injustice, l'indignation est naturelle. Qu'il s'agisse d'un vol, d'une escroquerie ou d'une agression, la frustration et le sentiment d'impuissance peuvent pousser à vouloir rétablir soi-même l'équilibre. Pourtant, une question essentielle se pose. La justice personnelle est-elle une réponse légitime ou une menace pour l'ordre social? Le fondement du droit demeure toujours le même. Nul ne peut se faire justice soi-même. Le droit repose sur un principe fondamental. Seul l'État, à travers ses institutions, a le pouvoir de rendre justice. Ce monopole de la justice publique n'est pas arbitraire, non, ni encore moins autoritaire. Il vise à garantir l'équité, la neutralité et la protection des droits de tous, y compris ceux des accusés. En contournant ces règles pour imposer sa propre vision de la justice, un individu s'expose à plusieurs dangers. D'abord, il risque de basculer lui-même dans l'illégalité, compromettant ainsi sa propre vision. Ensuite, il ouvre la porte à un engrenage de représailles qui fragilise la cohésion sociale. Et enfin, plusieurs autres conséquences qui l'attendent. Les dérives de la justice personnelle sont une illusion de réparation. L'idée que la justice personnelle permet une réponse immédiate à une injustice est trompeuse. En réalité, elle ne résout rien. Elle transforme un conflit en un cycle de violence. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant dans des contextes où les émotions prennent le pas sur la raison, rendant toute évaluation objective impossible. L'émotion passe, mais le casier judiciaire reste. Prenons l'exemple d'un individu accusé de vol par simple rumeur et lynché par la foule, sans procès, sans preuve. Une telle réaction peut conduire à des drames irréparables. Ce type de justice expéditive ne protège pas les victimes, non. Il expose plutôt chacun au risque d'être un jour la cible d'une justice ou d'une injustice, autant pour moi, similaire. Pourquoi la justice légale demeure et demeurera toujours la seule voie fiable? Si la justice peut parfois sembler lente ou imparfaite, elle demeure le seul mécanisme
capable de garantir une sanction juste et proportionnée. Elle repose sur des procédures encadrées qui permettent d'éviter les erreurs et d'assurer que chaque partie puisse faire valoir ses droits. Respecter la justice légale, ce n'est pas renoncer à la justice, non, c'est refuser plutôt l'arbitraire. En tant que bon citoyen, un citoyen est responsable et il doit faire tout pour ne pas être celui qui prend la justice entre ses mains, non, mais celui qui œuvre pour son bon fonctionnement. Cela passe par la confiance dans les institutions, la promotion d'une culture juridique et le recours aux voies légales pour résoudre les différends. Plutôt que d'être acteur du désordre qui ne profite à personne, chacun a le devoir d'être un relais de la justice en veillant à ce que les droits soient respectés et en dénonçant les dérives, non par la force, mais par la loi. La justice légale n'est pas une contrainte, non, mais un rempart contre l'arbitraire. Si la frustration face aux injustices est compréhensible, la réponse ne peut être l'anarchie. Car un monde où la justice appartient à tous, elle ne protège plus personne. Et en tant que bon citoyen, vous devez garder cette phrase à l'esprit. Si la loi est lente, la prison, elle est très rapide. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Mariano Gagnarosso, pour la présentation de cette chronique qui interpelle notre conscience collective et individuelle sur chaque acte que nous posons au sein de notre communauté. Retenons simplement que chacun est tenu de pouvoir travailler, à pouvoir donner d'intérêt à la justice. Il ne faudrait pas que l'on continue de se rendre justice. La loi est là, elle est valable pour tous. On va poursuivre donc cette émission et cette fois-ci, on abordera la leçon de civisme, je l'annonçais, cette leçon de civisme qui s'intéresse aujourd'hui au serment politique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour notre démocratie, le serment politique. Le serment politique, souvent prononcé par les élus lors de leur prise de fonction, est bien plus qu'une simple formalité. Il constitue un engagement solennel envers la nation et ses concitoyens. En prêtant serment, les élus affirment leur volonté de servir l'intérêt général, de respecter la Constitution et de défendre les valeurs républicaines. Ce moment symbolique est le reflet de la confiance que la société placera en eux pour guider la collectivité. Il est essentiel de souligner que ce serment n'est pas qu'une promesse verbale, il incarne une responsabilité morale. Les élus doivent être conscients que leurs actions politiques ont des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens. Chaque décision, chaque faute doit être empreinte d'une éthique rigoureuse car c'est la crédibilité de nos institutions qui est en jeu. En effet, le respect du serment politique est un gage de la vitalité démocratique de notre pays. Mais au-delà des élus, le serment politique interpelle également chaque citoyen. En tant qu'acteurs de la vie publique, nous avons tous un rôle à jouer. Soyons vigilants, exigeons des comptes à nos représentants et engageons-nous dans le débat démocratique. Le civisme ne se limite pas à l'exercice du droit de vote, il englobe également la participation active à la vie de la cité et le respect des principes de justice et d'égalité. Le serment politique représente un pilier fondamental de notre démocratie. Il nous rappelle que l'engagement politique est un devoir partagé et que chacun d'entre nous, à son niveau, peut contribuer au bien commun. Cultivons ensemble cette conscience civique, car un bon citoyen est avant tout un citoyen engagé et éclairé. Merci de votre attention. Alors, merci infiniment pour cette leçon de civisme qui nous permet
de mieux découvrir ce que c'est que le serment politique. À présent, nous allons pouvoir ouvrir le débat du jour. L'éducation à la paix, c'est donc la thématique de ce jour. Et pour pouvoir en débattre, j'ai dans ce studio M. Eugène Goutongui, chef service planification urbaine à la DGDU du ministère du Cadre de Vie. Monsieur Goutongui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir. À votre suite, j'ai mademoiselle Exaucée Tossavi, juriste. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir également de vous retrouver sur ce plateau. C'est aussi un plaisir pour moi. Alors, nous allons commencer tout de suite ce débat. Monsieur Eugène Goutongui, quand on parle du Bénin, Oui. que ce soit à l'interne comme à l'extérieur, ce qu'on garde le plus de notre pays, c'est la paix. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bonjour, je salue d'abord les téléspectateurs de Eden TV, tous les Béninois qui nous suivent en ce moment. Je remercie l'équipe d'animation de cette chaîne de télévision. Merci. Pour s'intéresser davantage aux préoccupations qui apparemment nous échappent, dont nous prêtons très peu attention, mais pourtant déterminent notre vivre ensemble. Alors, pour revenir à votre question, la paix, je la définis de façon péremptoire comme un état de calme, un état de satisfaction, de non-perturbation qui caractérise chaque être individu, qui caractérise du moins chaque individu. Et cette paix, pour exister, dépend des facteurs exogènes et des facteurs, je dirais, intrinsèques à l'être humain. Donc, la paix, c'est une disposition à la fois individuelle et collective. Voilà. Je vais m'intéresser à vous, mademoiselle Exaucée Tossavi. Quel est le regard que vous portez sur la paix? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour moi, la paix, c'est une valeur. La paix, c'est un état de calme entre plusieurs communautés ou entre plusieurs pays. C'est l'absence de guerre et c'est aussi l'absence de conflit. Est-ce que vous avez la certitude que le Bénin se retrouve aujourd'hui être un état de paix? À mon avis, oui. Je dirais que le Bénin est un pays de paix parce que lorsque nous regardons l'histoire et nous suivons l'actualité, nous voyons qu'il y a plusieurs autres pays qui sont plus en conflit que notre pays, le Bénin. Notre pays, le Bénin, est un état calme dans lequel il fait bon vivre, dans lequel on peut se coucher tranquillement et espérer se réveiller demain matin avec le sourire et être à l'aise, quoi. Alors, quelle est, je vais dire, essentiellement cette valeur-là à laquelle il faut le plus s'intéresser, puisque nous parlons d'éducation à la paix, pour pouvoir préserver tous ces acquis dont vous faites référence? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, l'éducation à la paix doit commencer à la maison. Okay. Les parents doivent apprendre aux enfants comment faire la paix avec leurs amis. Par exemple, lorsque nous prenons les enfants qui aiment jouer tout le temps, ils ne s'entendent pas tout le temps. Et il y a l'un qui a souvent tendance à vouloir frapper l'autre, à vouloir blesser l'autre. Donc les parents doivent les unir, leur dire que non, quand ton prochain te fait quelque chose, il ne faut pas toujours vouloir te défendre avec de la force. Il faut le comprendre, être calme, régler ça calmement. Et aussi, lorsque l'enfant va à l'école, les enseignants doivent mettre surtout dans la leçon de civisme, aussi apprendre la paix tous les jours, les évaluer aussi à ce que, à la récréation ou bien dans les différents entre camarades, il n'y ait pas de conflit entre eux. Aussi, au niveau des dirigeants de notre pays, le Bénin, il devrait y avoir des associations où l'État doit créer des stands, par exemple, pour permettre aux enfants, mais pour permettre aux citoyens béninois d'apprendre ce que c'est que la paix, de pouvoir la pratiquer. Merci. Monsieur Goutongui, tel que j'entends mademoiselle Tossavi, c'est
que la paix se pratique déjà dès la maison. Tout à fait, elle a parfaitement raison. C'est une valeur, comme elle a défini, qui commence depuis la maison, la cellule familiale. C'est à ce niveau que les parents doivent s'exercer, doivent aider les enfants à acquérir à travers l'éducation, leur comportement, surtout ce que c'est que la paix. Elle a parlé de non-violence, c'était ça. Elle a parlé du respect de l'autre, c'était ça. Elle a parlé aussi de la tolérance. Si j'ai lu cette thématique à travers le développement qu'elle a fait, c'est aussi ça. Alors, pour y arriver, ça commence nécessairement par la cellule familiale et surtout l'exemple que nous, parents, nous donnons aux enfants. Je ne peux pas être parent et faire montre de violence dans le ménage, c'est interdit. Je ne peux pas être parent et faire dos au dialogue, c'est interdit. Je ne peux pas être parent et refuser la contradiction, c'est interdit. Donc, c'est des chemins, c'est des manières par lesquelles, petit à petit, on aide l'enfant à passer de l'état de l'homme, à quitter l'état de l'homme nature à un état humain où la tolérance, l'acceptation de l'autre, l'écoute sont des valeurs qu'il doit nécessairement cultiver. Outre la cellule familiale. Avant d'aborder peut-être un autre pilier de ce que vous voulez développer, restons un peu plus avec la cellule familiale. Okay. De plus en plus, on se rend compte que les parents n'ont plus le temps matériel de rester avec les enfants. Le matin, on quitte la maison, on ne revient que le soir et quand on y est, c'est sans doute parce qu'on est très épuisé. Dans un environnement comme ça, comment est-ce qu'on peut éduquer à la paix à la maison? Être parent, c'est une responsabilité. Il faut obligatoirement trouver un temps pour former les enfants. Former le bénin de demain pour être plus direct. Il faut nécessairement trouver un temps. On est parents à deux. Si maman n'est pas là, papa doit pouvoir suppléer. Absolument. Si papa n'est pas là, maman doit pouvoir. Donc, c'est déjà un jeu d'entente entre les deux géniteurs. Ben, il arrive des moments où les deux arrivent à ne pas être présents. Mais ça ne doit pas être tout le temps. Un moment précis et c'est fini. Donc, pour les familles, par exemple, monoparentales, il revient à celui qui est là de prendre ses responsabilités. On ne doit pas laisser les enfants à eux-mêmes. On ne doit pas non plus les laisser aux médias, la télévision, les feuilletons, n'importe les réseaux sociaux. Donc, c'est à partir de ces canaux que les enfants arrivent à commencer à apprendre les déviances que nous constatons et qui parfois nous surprennent, nous parents, ce qui ne doit pas être le cas. Alors, le deuxième pilier sur lequel vous voulez faire votre développement, vous y aller après. C'est l'école, la rue et l'école. C'est vrai, à la maison, nous recevons une éducation que nous devons valoriser ou bien répercuter à l'école. À l'école aussi, il y a une autre éducation qui vient. Et les deux piliers doivent se compléter. Et la famille et l'école doivent se compléter pour impacter positivement ces bouts de chou, ces enfants que la Providence nous a confiés. Donc, l'école assure l'éducation formelle et la famille assure l'éducation, je dirais, de valeur. L'éducation, je ne veux pas dire informelle, mais qui quand même est une éducation de valeur, la transmission des valeurs morales aux enfants. Leur comportement, pas depuis la maison, doit se poursuivre à l'école et l'école aussi doit renforcer ces valeurs-là pour que demain, les enfants soient des citoyens responsables. Si ça rate à la base, n'espérez rien à la fin. Mais on va penser un instant qu'il faut porter plus de charges ou plus de fardeau aux enseignants. Ils vous diront c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Il y a quelques années en arrière, on parlait plus d'éducation nationale. Oui. Aujourd'hui, les différents ministères se retrouvent
par section, Oui. et ce qui nous contraint de vivre plus la réalité propre à l'instruction. Oui. Quel est le regard que vous y portez en tant que citoyen béninois? Bon, je crois que l'enseignement est un métier noble et ça ne doit pas être exercé par n'importe qui. Excusez-moi pour l'expression, s'il vous plaît. C'est une vocation, c'est un sacerdoce. Et celui qui est appelé à ce sacerdoce-là, c'est déjà ce à quoi il s'attend et ce qu'il doit assumer. Mais si tel n'est pas le cas, et si, bon, c'est des préoccupations matérielles, la recherche de la pitance qui vous amène à devenir enseignant, le dégât est inévitable. Et c'est parfois ce qui se constate. Un enseignant ne peut pas dire, bon, je suis là pour apprendre les mathématiques à l'enfant et ça s'arrête là. Non. Toi-même, en tant qu'enseignant, tu es d'abord un modèle pour l'enfant. Tu es d'abord un modèle pour cet apprenant. Donc, ton comportement doit être un exemple pour lui. Mais si par déviance, la conscience professionnelle déserte le forum, on ne peut pas espérer des résultats intéressants à ce niveau. Donc, l'école a un rôle à jouer et à ce niveau, j'interpelle l'État, j'interpelle toute la société. Il faut encourager ceux à qui nous confions notre avenir, c'est-à-dire ceux à qui nous confions nos enfants. Les enseignants doivent être traités de façon particulière. Je plaide pour que leur cas soit revu et les conditions de leur formation aussi soient nettement améliorées. Il est de notoriété générale qu'il y a un système qui est en cours chez nous et à les appeler au métier d'enseignant, à Maheu ou bien quelque chose comme ça. Bon, il s'est fait que dans cette cohorte, c'est pratiquement un panier à crabes. Il y a un peu de tout dedans. C'est dégueulasse. Non, on ne peut pas confier le futur de notre État, de notre nation, à des gens qui ne sont pas préparés pour ça. On ne peut pas non plus laisser affamer des gens et leur dire, bon, redresser, essayer de construire le Bénin de demain. Ce n'est pas possible. Donc, nécessairement, une situation particulière doit être faite pour ce corps de métier. Donc, vous parlez fondamentalement aujourd'hui de l'implication des aspirants au métier d'enseignant, les AME. Oui, il faut s'intéresser à leur cas. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il leur faut pour réellement assurer cette mission républicaine. Je parle de mission républicaine, puisque c'est de là que seront issus ceux qui prendront la relève demain. Mais si déjà, à la base, il y a des difficultés, des problèmes, on n'aura pas les résultats escomptés. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Non, mais loin de là. Voilà, mais la réalité nous invite à faire ce constat. C'est ça. Oui, il vaut mieux être honnête. C'est ça. Alors, mademoiselle Tossavi, vous poursuivez votre formation. Vous avez la chance de rencontrer plusieurs professeurs d'université. Est-ce qu'à l'université, l'éducation à la paix reste une notion privilégiée à votre avis? Est-ce que vous avez aussi le sentiment que les différents professeurs d'université que vous voyez constituent des modèles bâtisseurs de paix? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à votre question, je dirais que les professeurs se battent, les enseignants se battent pour pouvoir promouvoir la paix. Par exemple, je prendrai l'exemple de mon professeur de fiscalité. Lui, tous les jours, quand il vient faire cours, il nous dit qu'il y a une différence entre être enseignant et être professeur. Et il dit qu'il n'est pas un professeur, mais de le prendre comme un père, comme un grand frère, comme un ami. Et voilà, quel que soit le problème que nous avons, de venir lui en parler. Et souvent, il pose souvent l'accent sur les mots qui traînent dans nos pays et il nous donne des conseils. Il ne fait pas seulement le cours, il nous donne des conseils, il nous apprend à devenir quelqu'un de meilleur. Et lorsque je vois ça, je me dis, waouh, il y a encore des enseignants qui sont là,
qui essayent de pousser leurs apprenants à être quelqu'un de meilleur. Donc, lorsque je vois tout ça, je me dis que les enseignants au Bénin promouvoient toujours la paix au Bénin. Reste Reste un modèle pour l'évolution du pays en promouvant la paix dans les écoles, en apprenant aux étudiants ou aux élèves à appliquer, à cultiver la paix. Mais entre vous, en tant qu'étudiants, dès que vous vous retrouvez, est-ce que vous discutez aussi de ces questions liées à la paix? Bon, pas tout le temps, mais j'essaie quand même de rester dans un environnement où il n'y a pas de conflit. Par exemple, à l'école, lorsque les amis ou les filles essayent de se battre à propos, par exemple, de l'argent ou bien à propos de quelque chose, c'est moi qui reste là et je les calme. Je leur dis que se disputer n'est pas une solution pour pouvoir régler tout ce qui les met en discorde, de s'asseoir, de s'entendre, pour pouvoir tirer une solution, pour pouvoir être toujours souriant, être dans la paix, être toujours ensemble. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? L'intérêt d'une telle démarche, c'est d'abord pour pouvoir ne pas tâcher la réputation de l'université. Parce que ces derniers temps, lorsque quelque chose se passe, tout de suite, vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Tout de suite, vous voyez ça sur les réseaux sociaux. On appelle à gauche, on appelle à droite. Premièrement, c'est pour ne pas entacher la réputation de l'école ou de l'université. Okay. Et de notre côté aussi, il y a aussi le fait de comment je vais dire? Essayez de trouver les mots justes pour partager avec nous cette réalité qui vous tient à cœur. Ok, merci beaucoup. Il y a aussi la position de tout chacun de nous. Parce que lorsque nous sommes à l'école, nous ne sommes pas qu'étudiants. Il y a aussi d'autres qui travaillent. Il y a d'autres aussi qui sont appelés à diriger, à être des leaders. Il y a aussi d'autres qui sont appelés à rester sous la responsabilité d'une personne. Donc, je me bats pour établir cette valeur-là, pour leur permettre en fait de se sentir à l'aise à appliquer ce que c'est que la paix. Même si on ne leur impose pas ça, naturellement, ça viendra. Ok. J'ai retenu quelque chose de fondamental, c'est la réputation. Si par exemple, déjà dès le bas âge, on ne cultive pas davantage la paix, on peut porter atteinte à la réputation, donc à l'honneur de son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parcourez un peu l'environnement communautaire, ce souci d'honorer le Bénin, est-ce que vous avez le sentiment que ça continue d'être vécu? Je commence par saluer d'abord le professeur de fiscalité de Mademoiselle Tossavi pour la valeur et surtout l'impression, je ne vais pas dire l'impression, le sentiment qu'il a laissé auprès de ses étudiants et dont témoigne Mademoiselle Tossavi. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Que la Providence vous bénisse pour ça. Amen. Vous allez constater que, et ça se remarque sur la scène politique, des grandes personnes qui, pour rien du tout, j'ai dit tout à l'heure, diversité de pensée, unité d'action. C'est aussi une caractéristique de la paix. Je peux avoir mon point de vue qui serait différent du point de vue de l'autre, mais il n'est pas dit que pour me répondre, c'est avec des invectives. Non. Vous allez constater que sur la scène politique, nous assistons en ces derniers temps à ce genre de comportement. Ce n'est pas une attitude de paix. Il peut se tromper, démontre-lui qu'il s'est trompé, et là, il va revenir en lui-même, il s'excuse, et la vie continue. Mais répondre par des injures, attaquer quelqu'un qui est plus âgé que soi, bon, ça ne fait pas partie de nos valeurs en République du Bénin. Donc, ces déviances-là doivent être revues et corrigées par leurs auteurs. Un autre comportement qui est courant dans la société que nous observons, surtout nos compatriotes motocyclistes, les émigrants, moindre chose, c'est des insultes. Je ne vais pas dire ces propos orduriers sur le plateau ici. Ça. Oui, c'est des comportements à ne pas développer. Pas du tout. Hein? La tolérance, le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, c'est des valeurs qu'il faut cultiver. Malheureusement,
ça déserte notre société, surtout en milieu urbain. C'est le constat. Donc, je ne sais pas par quelle méthode on va arriver. Est-ce que c'est d'abord la famille? Est-ce que c'est dans les églises, bon, les milieux confessionnels, qu'il faut commencer par sensibiliser et rappeler la nécessité du respect mutuel? Mais vous le faites déjà si bien à travers cette sensibilisation que vous faites sur ce plateau. Je crois que ça pourra aider beaucoup de concitoyens à revoir leur position. Je le souhaite vivement. Alors, vous aviez abordé l'aspect assez important, peut-être la toute dernière partie donc, de cette émission, la scène politique. Oui. Nous sommes en train de traverser une période que nous appelons souvent une période critique, parce qu'on est à la veille des élections. Oui. Il y a un sentiment que chaque Béninois nourrit quand on se retrouve à la période préélectorale. Oui. C'est travaillons à la paix. Oui. Mais j'ai une question fondamentale. Est-ce que vous avez l'impression que le Béninois, tout en disant travaillons à la paix, reste un modèle de paix? Bon, vous savez, dans toute communauté, il y a toujours ce qu'on appelle les brebis galeuses. Ça ne manque pas chez nous aussi. C'est vrai. Il y a des Béninois qui, à travers leur comportement, vous séduisent. Mais il y en a également qui, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Excusez-moi de le dire en ces termes. Lorsque, en période de pré-campagne ou bien en période électorale, enfin, pour ce que moi j'ai vécu depuis un bon moment, depuis le campus jusque dans la vie active, bon, c'est une période de fête, comme certains candidats ont eu à le dire. Et bon, on entend les propositions des uns des autres. Bon, l'autre, il démontre l'argument de son prédécesseur. Et puis, bon, ça m'amuse. Ça m'amuse. Il y a une expression que j'ai retenue et quand j'étais étudiant ou bien finissant. Il y a un acteur politique, candidat, qui disait « Pavé ou Minadouya ». Moi, ça m'a fait rire. C'est la première fois que j'ai entendu. Et ça m'a fait rire. L'autre a développé le contre de l'argument en disant « Bon, moi, j'ai fait ceci, j'ai aménagé les voies. » Et l'autre dit « Mais est-ce que c'est les voies que nous allons manger ?» Voilà des débats. Mais ce n'est pas des invectives, ça. Non. C'est des arguments, contradictoires, qui portent des valeurs. Chacun trouve des éléments pour exposer, pour vendre aux électeurs ses idées, son projet de société. Ça ne doit pas dévier. Mais s'il arrive, comme on l'a constaté, que bon, parce que je ne soutiens pas ta position, je suis devenu ton ennemi, là c'est grave. Si vous poursuivez des gens, un jour, ils vont s'arrêter et se retourner contre vous. Imaginez un peu la scène en ce moment. Ce que nous ne souhaitons pas du tout. Donc, je préfère et je souhaite que on fasse effort de nous maîtriser un tout petit peu. Même si je me sens attaqué, que je fasse l'effort de contenir ma réaction et de répondre de façon objective, de façon technique à l'argumentaire de mon vis-à-vis. Je crois que, bon, en adoptant cette posture, en nous comportant de cette manière, nous allons davantage nous comprendre. Et au finish, nous tous nous aspirons. Quand je dis nous là, tous les Béninois, tous les citoyens aspirent au bien-être. Même ceux qui sont candidats, c'est aussi leur aspiration. Aucun d'eux ne promette misère et difficulté. Tous promettent le bien-être, le bonheur. Alors, si nous avons tous l'objectif final du bonheur, du bien-être pour la société, pourquoi ne pas nous entendre lorsque, bon, il arrive que nous avons des voies pour y arriver qui ne sont pas toujours convergentes, Donc, tout est dans la tête. Tout est dans la tête et ça part des valeurs dont nous avons parlé sur ce plateau, le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre, la tolérance, l'écoute, etc., etc. Mademoiselle Tossavi, le regard que vous portez sur la scène politique, quand on parle de l'éducation à la paix.
Lorsque je regarde la scène politique, je vois que les acteurs politiques se battent jour et jour pour pouvoir maintenir la paix. Lorsque les élections approchent ou lorsqu'il y a un événement grandiose pour notre pays, le Bénin, je vois les acteurs politiques qui se battent à la sécurité, surtout à la paix, parce que la sécurité et la paix vont de paix. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de paix. Donc, ils se battent tous les jours à pouvoir mettre la main dans la main pour pouvoir installer cette paix-là pour que tout puisse se passer bien. Ça, c'est dans un environnement ordinaire. Mais quand on se retrouve pratiquement à quelques mois des élections, comme ces périodes que nous traversons, tension entre opposition et mouvance, parce que chacun voulant faire passer son message, est-ce que ça présage de quelque chose de bien? À mon avis, oui. Lorsque nous voulons tous la même chose, et que chacun est dans son camp et se bat pour son opinion, il devrait y avoir surtout cette pique-là qu'on se lance. C'est souvent intéressant parce que lorsque tout est calme comme ça, lorsque nous entendons, c'est là même nous devons avoir peur. Parce que si tout est calme, il faut toujours penser à ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière là, qui prévoit quelque chose de mal ou qui prévoit quelque chose qui ne sent pas bon. Donc lorsqu'il y a divergence entre l'opposition et la mouvance, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Il faut les laisser se lancer des pics comme ça. Ça permet en fait de voir ce que l'autre veut. Ça permet à l'autre de voir la tension, mais le degré où l'autre est pour pouvoir s'améliorer et donner quelque chose de beau à notre pays. Donc vous partagez cet avis? Je suis totalement d'accord avec elle, puisque bon, c'est en quelque sorte une campagne. C'est ça. Et chacun expose ses préoccupations, sa vision, ce qu'il veut et ses promesses. Ça ne peut pas se faire de façon plate. C'est ça. Non, 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 non. Ça ne peut pas se faire de façon plate. Mais ça doit respecter les normes morales, le respect de l'autre. Je peux faire ma campagne sans toutefois choquer de façon volontaire mon vis-à-vis. Non, c'est des arguments qu'il faut développer. On peut aller à la guerre des arguments et non des arguments de guerre. Non, il y a bel et bien une nuance entre les deux thèmes. Donc, pendant la campagne, la période de campagne ou de pré-campagne, on assiste à ces joutes et c'est bon à entendre. Moi, personnellement, ça m'amuse. J'écoute l'un, j'écoute l'autre et bon, ça me permet de me faire une opinion. Vers qui vais-je aller? Et je crois que c'est une période, je vais dire, agitée, mouvementée. Voilà, c'est une période mouvementée, mais tout doit se dérouler dans la paix. On utilise de plus en plus les plateformes numériques, les réseaux sociaux. On a en l'occurrence WhatsApp, Facebook, chez nous ici au Bénin, qui vont servir de cadre de transmission des messages. Malheureusement, sur ces plateformes numériques, on découvre assez d'invectives. Quel est le message que vous tenez quand même à partager avec nos concitoyens dans ce sens? C'est déplorable. C'est déplorable parce que je ne suis pas juriste de formation, mais je sais qu'il y a une disposition de la loi qui interdit les insultes. Et je me rappelle, un ancien directeur général de la police l'a rappelé lors d'une émission, que beaucoup ne le savent pas, mais les invectives, c'est une infraction. C'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Merci beaucoup. C'est au niveau du code du numérique. Ah, ok. Donc, c'est une infraction et lorsque vous tombez sous le coup de la loi, vous allez subir les sanctions. Je ne nous le souhaite vraiment pas. Donc, on peut toutefois vendre son produit, on peut toutefois faire campagne sans invectiver son vis-à-vis. Oui, c'est contraire à la morale, c'est contraire au vivre ensemble, c'est contraire aux normes de notre société. Donc, je ne peux pas être d'accord avec cette approche qui consiste à salir la toile avec des propos injurieux, orduriers, des propos incongrus, ce qui n'est pas bon. Est-ce que nos familles n'ont pas un grand rôle à jouer dans cette forme d'éducation? Parce que
les jeunes grandissent, ils découvrent l'Internet, ils veulent se permettre d'utiliser l'Internet à tout prix. Parfois, ils dévient. Oui. Je crois que bon, la famille, comme nous l'avions dit tout à l'heure, c'est la base de la société. Tout part de la maison. Si c'est raté à ce niveau, soyez sûr, le résultat ne serait pas intéressant. Donc, et les parents ont leur rôle à jouer. Si je discute sérieusement avec mes enfants, avec ma famille, je crois qu'il doit y avoir une sorte de confiance entre les parents et les enfants. Lorsque cette confiance existe, on peut dire des choses. L'enfant peut dire, ah maman, j'ai découvert ceci à travers ça. La maman va lui expliquer, ce que tu as lu là, ce n'est pas ce qui doit être. Ça là, c'est contraire, et elle argumente, et puis l'enfant comprend et intègre dans son subconscient ou bien dans sa conscience et commence par faire avec. Mais si tel n'est pas le cas, malheureusement, papa n'est pas là, maman n'est pas là, les enfants sont livrés peut-être à la domestique ou bien à eux-mêmes à la maison, vous ne pouvez plus rien contrôler. C'est là que les problèmes commencent. Les médias, les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est bon, on en tire profit pour leur instruction. Ça permet de frotter sa cervelle contre celle d'autrui, comme on le dit. Mais il faut aussi contrôler un peu tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est déversé sur ces réseaux sociaux pour que nos enfants n'attrapent pas le virus de la perversion. C'est ça. Oui. Votre regard sur la question, la famille doit-elle aujourd'hui se remobiliser davantage pour éduquer les jeunes face aux réseaux sociaux, face à l'Internet? Oui, tout part de la famille. Je vais prendre toujours mon cas. Il y a ma maman, lorsque j'ai commencé à utiliser le téléphone, il y a ma maman, tous les jours, elle me dit, tu es sur le téléphone, mais sache que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Il y a le côté mauvais et il y a le bon côté. Il y a le côté mauvais et le bon côté, de prendre toujours ce qui est bon. Et quand je vois quelque chose, je lui montre. Et elle me dit non, ceci c'est pas bon, ceci c'est bon. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on met sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok et tout. Donc je me dis que voilà, si ma maman fait ça et je vois aussi d'autres parents qui le font, je me dis aussi que voilà, c'est quelque chose qui peut permettre à ce que les familles, je vois que les familles assurent l'éducation et la paix aux enfants, à ne pas toujours, voilà, prendre les mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que les enfants sont toujours aptes à écouter les parents quand les conseils sont au rendez-vous? Est-ce que les enfants arrivent toujours à cerner le bien fondé? Surtout que, au-delà de la famille, il y a la rue, il y a aussi l'école et peut-être même d'autres espaces qui influencent l'éducation. Oui, il y a aussi ça. Il y a le fait que les enfants il y a aussi le fait que les enfants ne reçoivent pas toujours ce qu'on leur dit à la maison. Parce qu'ils ne restent pas tout le temps à la maison, ils doivent aller à l'école, il y a les amis dans la rue et tout. Et il y a la rue qui dit autre chose, l'école qui dit autre chose, et il y a autre chose à la maison. Et il y a le voisin, notre voisin à la maison, lui, il fait quoi? Lorsqu'il apprend à ses enfants à faire quelque chose à la maison, il est aussi présent à l'école. Arrivé à l'école, il dit aux surveillants ou bien aux professeurs qu'il n'aime pas que ses enfants aient des amis. Que ce qu'il apprend à ses enfants à la maison, ça doit être en conformité avec ce qu'ils leur apprennent à l'école. Et comme ça, il a un suivi à l'école, à la maison, dans la rue. Il a un suivi comme ça. Et moi, je me dis, lorsque je vois ça, je me dis qu'il y aurait une complémentarité. L'enfant ne serait pas tout le temps obligé d'écouter les mauvaises choses qui sont dehors ou bien à l'école. Il sera obligé de se conformer à ce qu'on lui dit à la maison et de grandir avec. Monsieur Goudon-Guy, on va évoluer dans ce débat. On a parlé essentiellement, je vais dire, du rôle des parents, même de la jeunesse aussi. Mais il faut quand même qu'on s'intéresse un peu aux différents dirigeants, aux gouvernants. Quelle peut être leur part de contribution à l'éducation de la paix au Bénin? Quelqu'un a dit que la paix, ce n'est pas un mot,
mais c'est un comportement. Oui. Je crois que... la paix, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Oui. Et c'est en quelque sorte la synthèse de tout ce que nous disons depuis le début de cette émission. Le dirigeant doit être un modèle. Quand on dit dirigeant, c'est quelqu'un, c'est une institution, c'est quelqu'un qui est régi par des normes, par des lois, par des tests. Et il est contraint à respecter ces tests. En respectant les tests qui l'ont institué, dirigeant, je crois que il ne peut plus avoir des comportements qui puissent contribuer à la violence ou bien aux valeurs contraires à la paix. Donc, le premier réflexe du responsable politique ou non, c'est le respect des tests de la société, le respect des normes de la société, le respect des normes de la République. Ça doit être, s'il ne le fait pas, c'est que bon, il est en déphasage avec sa responsabilité, en déphasage avec la société, en déphasage avec lui-même. Puisque, en fin de compte, la situation que ça va générer, il va aussi vivre ça. Les conséquences, il va les subir aussi. Donc, le responsable politique doit absolument, au prime abord, respecter les normes de la République. Mais parfois, c'est aussi la société qui lui met une certaine pression à ne pas pouvoir respecter les tests et lois. Malheureusement, il y a toujours de ces genres de déviance que nous observons au niveau d'une frange de la société. Bon, c'est malheureux, mais je suis responsable, je n'appartiens pas à une frange, mais j'appartiens à la République, aux normes de la République, aux tests de la République qui doivent guider mes pas, mes actions, mes intentions et même mes initiatives. Donc, au regard de ça, on ne peut pas dire, bon, c'est telle personne qui m'a dit de faire ceci. Non, non. J'ai été élu. Quand vous êtes dirigeant, l'acte que vous posez, c'est vous qui l'assumez. C'est vous qui l'assumez. Et ces actes-là doivent être régis par les tests de la République. Je crois que bon, si vous avez cette conscience, cette facilité à vous référer aux normes de la République, c'est pas sûr que vous puissiez avoir des comportements qui puissent fragiliser la paix au sein de la communauté, au sein de la société. Mais en dehors de cette valeur, quel autre comportement peut-on avoir ou comment est-ce qu'on peut même aider ces communautés à vivre le sens de la paix? Oh, les aider à vivre le sens de la paix, c'est d'abord être source de paix soi-même. Comment on peut être source de paix? Oui, je peux être source de paix. C'est des expressions assez fortes que vous utilisez. Ma collègue, ou bien mademoiselle Tossavi, tout à l'heure, a cité l'exemple de sa voisine, une maman, qui, bon, d'abord sa propre mère, qui contrôle ce qu'elle fait, qui lui rappelle que tout ce que tu trouves sur les réseaux sociaux, tout ne doit pas être consommé. Il y a du bien, mais il y a aussi de très mauvais. Donc, tout le temps, la maman lui lance ses rappels. C'est ça. Deuxièmement, elle a fait allusion à la voisine qui, outre les directives qu'elle donne à la maison, elle se rend à l'école pour rappeler à l'école qu'on doit être en harmonie pour éduquer nos enfants. Je ne vais pas dire autre chose, l'école va appliquer faire autre chose. Donc, vous voyez un peu le comportement là. Voilà des comportements qui contribuent à la paix, qui contribuent à bâtir de bons citoyens pour notre pays. Et c'est des valeurs qu'il faut encourager, selon moi. C'est des comportements qu'il faut encourager, qu'il faut diffuser même. Et je remercie Eden TV pour avoir invité mademoiselle à partager avec nous ces genres de comportements que d'autres parents doivent être appelés à copier. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, on se permet de dire que l'État a suffisamment de moyens. C'est ce que nous disons en tant que citoyens ordinaires de par notre posture. Mais quel type d'action l'État peut, par exemple, promouvoir pour faciliter ou pour permettre l'éducation à la paix? La première action, c'est d'abord s'intéresser à l'école.
outre la famille, s'intéresser à l'école. Il s'est avéré que nous, parents, nous passons très peu de temps à la maison. Très peu, à moins que ça soit les week-ends. Les autres jours, parfois, on quitte à 6 heures pour se retrouver. Même les week-ends, on se retrouve pour les cérémonies d'enterrement. Merci beaucoup de le dire. Merci de le dire. Donc, la première action forte que moi je conseille, c'est d'abord l'école qui est le lieu de formation du pays, le lieu de formation des citoyens de demain. Et il faut certains moyens, il faut des moyens, il faut un programme sérieux à ce niveau. Je plaide pour que, franchement, les dirigeants puissent orienter. C'est vrai, de construire les routes et les infrastructures socio-communautaires, c'est très bien. Mais aussi, il faut construire l'homme de demain. Ce qui va rester pour ce pays, c'est ça, c'est les enfants que nous sommes en train d'éduquer aujourd'hui. C'est eux qui prendront la relève. C'est eux qui porteront le flambeau que les dirigeants d'aujourd'hui sont en train de construire. Donc, on doit s'intéresser à ceux-là dès le début, dès leur bas âge, pour que chaque enfant sache, je suis citoyen, je dois respecter ceci, je ne dois pas faire ceci. L'école ne dit pas d'aller voler, mais où est-ce qu'ils apprennent à voler? Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne cloche pas et qu'il faut découvrir et couper la racine. C'est ça. Pour que, franchement, les valeurs de paix puissent naître et grandir à partir de l'école, à partir de la famille. Une dernière question avant de vous revenir pour votre mot de fin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Bénin, nous travaillons énormément à la paix à travers la promotion d'hommes et de femmes bâtisseurs de paix? Oui, je ne vais pas être pessimiste. S'il y a quelques dérapages, j'avoue qu'il y a des institutions telles que l'Église catholique, par exemple, même les communautés musulmanes aussi, les confessions religieuses traditionnelles aussi, il y a ces genres d'institutions qui, chaque fois, font l'effort qu'il faut. C'est heureux et c'est à encourager. Pour les encourager, selon moi, c'est de les écouter. C'est vrai, ce n'est pas la politique, mais il faut aussi les écouter. Ce qu'ils portent, puisque c'est des gens qui portent la voix d'une bonne frange de la population. C'est des gens qui portent les intentions d'une bonne frange de la population. Ces franges-là n'ont pas l'occasion d'exprimer leur ressentiment. Donc, c'est ceux-là qui portent les préoccupations de toute une société, de toute une communauté. Il faut nécessairement les écouter et chercher à discuter, à dialoguer avec ces institutions, comprendre le problème et trouver avec elles les solutions. Oui, les solutions existent. D'accord. Là où il y a problème, il y a toujours une solution. On est en train de tendre progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Mademoiselle Exaucée Toksavi, votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais tout simplement que l'éducation à la paix doit être quelque chose que voilà, nous devons nous mettre tous la main à la pâte. C'est-à-dire la famille à la maison, l'école, dans la rue. Je vais aussi aller d'un côté où nous remarquons souvent au niveau des chaînes de télévision, il y a des émissions où on invite les enfants à jouer ensemble. Ils ne se connaissent pas, mais on les rassemble et on leur permet de jouer ensemble, de partager leur point de vue sur différents sujets. Je vois que voilà, c'est quelque chose qui peut permettre aussi à cultiver la paix dans notre pays, le Bénin. Merci beaucoup pour votre témoignage sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes juriste en formation. On vous souhaite un très bon parcours. Merci beaucoup. Monsieur Eugène Goutongi, votre mot de fin sur cette émission? Ok, je remercie Eden TV pour cette thématique qui constitue en quelque sorte une sensibilisation à la paix, une sensibilisation à revoir nos comportements, à savoir que nous devons vivre ensemble et cultiver le vivre ensemble. Je crois que dans une communauté, dans une société où il y a le vivre ensemble,
tout ce qui peut être préoccupation peut trouver facilement solution. La violence n'a jamais donné quelque chose de bon. La violence n'a jamais donné quelque chose de bon et c'est une contre-valeur qu'il faut vraiment enlever de notre tête, de notre mentalité. Et pour y arriver, tout passe par l'école, l'éducation et la famille. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Eugène Goutangui. Je rappelle que vous êtes chef service planification urbaine à la DGDU. Direction générale du développement urbain. Exactement, oui. Au niveau du ministère du cadre de vie de notre pays, le Bénin. Merci également à mademoiselle Exaucée Tossavi, juriste en formation, qui était également sur ce plateau. La thématique du jour qui a été abordée, c'est l'éducation à la paix. Mesdames et messieurs, ce fut un véritable plaisir d'avoir partagé ces bons moments avec vous. Vous retenez donc l'essentiel, c'est que chaque citoyen béninois, chaque citoyen qui nous suit sur les écrans travaille davantage à demeurer un bâtisseur de paix. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci pour votre fidélité.